Christina, Camilla, Fabrice, je vous remercie de m'accueillir au paradis de l'enfant, de la pédagogie et de son développement. Pouvons-nous remonter aux années 90, date à laquelle vous avez pensé créer ensemble ce projet? Christina, sur quelle philosophie reposait ce projet? Eh bien, c'était la philosophie de donner le meilleur jouet à notre enfant et en conséquent de pouvoir aussi donner les meilleurs jouets aux autres enfants. Et alors, je me rappelle d'avoir été dans une fête chez des amis. Et là, une amie m'a montré un petit catalogue qu'elle a ramené avec un jouet pour son bébé de Suisse. Et j'ai vu ce petit catalogue et j'ai formulé l'envie d'avoir un magasin avec des jouets naturels, des jouets comme ça. Et alors, je crois que j'ai donné corps à une idée qui s'est vraiment concrétisée. Fabrice, au fil des années, cette philosophie a dû évoluer. Oui, évidemment. C'est impossible d'être indifférent à ces objets, à ces jouets en bois, à ces jouets naturels, à tout ce matériel différent qui a pour mission éveiller l'essence des enfants. On est passé du côté consommateur, de quelqu'un qui recherche des produits pour son enfant, à quelqu'un qui proportionne un service pour d'autres personnes recherchant les qualités que nous proposons. Donc, c'est évident qu'il y a eu toute une amélioration de notre perception, de notre savoir, de notre diligence en relation aux gens, du service qu'on leur proportionne, parce que souvent aussi au magasin même, on fait des petites consultations. C'est très intéressant de savoir quel enfant, quel âge, quelle activité, parce que nous, ce qu'on dit souvent ici au magasin, pas tous les jouets sont pour tous les enfants. Ah oui, c'est un travail à la carte. Ouais, c'est intéressant de ce côté-ci parce qu'on s'est aperçu, donc ça fait partie de notre perception au cours des années, on s'est aperçu que dans la réalité, réellement, dans notre expérience nous dit que les enfants sont très, très, très différents. Une chose, c'est de savoir qu'ils sont différents scientifiquement. On le dit, tout le monde est différent. Et la chose, c'est de voir les enfants jouer dans le direct. Ici, pouvoir avoir la possibilité en quelques minutes de nous apercevoir quelles sont ces différences fondamentales entre les enfants et qu'est-ce qu'ils préfèrent, qu'est-ce qui va être vont le mieux adapter. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. C'est vraiment quelque chose une base pour l'éducation. C'est vraiment. Ouais. Christina, en quoi consiste votre métier? Je dirais que notre métier, c'est avant tout un métier de communication. Et cette communication nous permet d'atteindre certains niveaux où les gens commencent à formuler des questions surtout sur les problèmes qu'ils ont ou qu'elles regardent avec les enfants. Et alors, on peut parler un peu plus profondément si les gens ont cette ouverture, et normalement elles ont, pour parler des choses qui rentrent vraiment dans le cœur des personnes et qui font qu'elles comprennent les choses d'une autre façon, surtout ce qui a à voir avec le développement sain de l'enfant. Fabrice, quels sont les clients de votre magasin? Tout d'abord les enfants. C'est notre priorité, mais il y a je ne veux pas dire convaincre, il faut enthousiasmer les adultes pour que notre service puisse arriver
aux destinataires que sont les enfants. Donc on a plusieurs types d'adultes. On a l'adulte, le particulier, comme a dit Christina, qui vient, qui recherche des jouets et avec qui on a l'opportunité de débattre sur des thèmes de l'enfance. Souvent, ça arrive souvent, c'est très enrichissant. Mais aussi, on a le côté pédagogique, c'est-à-dire on a les écoles. Et donc, avec les écoles, nous faisons un autre travail. Nous nous adressons à des professionnels. Souvent, il y a des orientations déjà pédagogiques bien claires chez ces professionnels. Et nous, ce que nous faisons, nous complétons avec notre savoir, donc au niveau du meuble, au niveau du matériel pédagogique, nous complétons et nous essayons de répondre à des besoins très précis qui nous sont très chers, c'est-à-dire la qualité ergonomique au niveau du mobilier, les matériaux naturels pour que les enfants puissent avoir un développement plus sain. Ce sera toujours une contrepartie beaucoup plus intéressante qu'un enfant. Ça sort dans du plastique. Exactement, on utilise du plastique toute la journée au lieu d'utiliser du bois, de la cire d'abeille, des choses en tissu, en soie par exemple, ou en coton. C'est-à-dire que l'enfant est éduqué à ce qui l'entoure et pas à quelque chose qu'on préfabrique. Ça, c'est quelque chose pour nous qui est très très important, surtout quand on travaille dans le monde de la première enfance. On ne doit pas utiliser le mensonge dans l'éducation. C'est-à-dire que tout ce qui nous entoure en termes de matériel préfabriqué qui n'existe pas dans la nature ne sont pas facilement perceptibles par les enfants, dans le sens où d'où ils proviennent. C'est difficile, un enfant de 3 ans, de savoir d'où viennent cette boîte plastique. Alors que si l'on se promène dans un petit bois, dans une forêt, on va tout de suite découvrir qu'il y a un arbre, il y a un tronc, il y a des branches. D'ailleurs, on peut voir dans la journée des petits enfants qui se promènent dans les jardins publics. Et il y a une attraction toute particulière, par exemple pour les branches d'arbres. On fait tout de suite une épée, on fait tout de suite quelque chose avec cette branche d'arbre, on commence à jouer avec. C'est quelque chose que nous tous on peut observer. C'est vraiment quelque chose. Ça donne envie de grimper. Ça donne envie de grimper dans l'arbre, exactement. Ça donne. Et ça, c'est le point de partie de notre travail. Ça stimule l'imagination, je pense. Oui, ça stimule l'imagination, et puis c'est surtout ça oriente terriblement la perception de la vie future. Voilà. D'expliquer que la vie est dynamique et vivante et différent que d'être consommateur discipliné. D'où voilà. on ne sait pas la provenance. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et quand un enfant rentre dans le magasin, comment ça se passe? Oh, il y a plusieurs expériences, c'est très très différent. Vous avez par exemple l'enfant avion qui rentre dès qu'il passe la porte, il a un intérêt pour tout ce qu'il voit. Disons que ses mains galopent sur les étagères, il passe sa main dans presque tous les jouets, donc il a une nécessité de se relationner avec les jouets. Mais vous avez d'autres enfants à l'opposé qui restent très collés aux jupes de leur mère. Quand je dis jupe, c'est une façon de parler. Et souvent, ils regardent avec un air très, très surpris, mais ne font pas le pas d'aller à la rencontre des jouets. Donc, ils attendent un petit peu que leurs parents leur donnent une autorisation, si on peut parler comme ça, pour aller à l'encontre des... Souvent, ce sont des gamins plus introvertis. Donc, on a extraverti. L'enfant extraverti, donc, qui rentre, qui touche à tout. Partout. Mais nous, on le prend dans le bon sens, c'est-à-dire que c'est des enfants qui ont besoin de cette activité, ils sont très extérieurs. Donc, ils doivent conquérir l'extérieur. Et on a des enfants qui sont introvertis, c'est-à-dire que très à l'intérieur. Donc, ils voient, ils emmènent toutes ces images
dans leur intérieur et elles vivent la même intensité. C'est ce qui est marrant. Ouais. Il y a des enfants qui le vivent extérieurement, l'autre intérieurement, mais ils vivent de la même manière. De la même, très intensément ça. Et du coup, vous arrivez à déceler par le regard ce qui... On a une certaine habitude, oui. Christina et moi avons suivi des formations dans le passé. Nous sommes des adeptes de la pédagogie Waldorf. Et c'est une pédagogie qui s'oriente beaucoup sur l'observation. Et donc, nous avons un côté très observateur, on perscrute, c'est comme ça? Si on dit ça, non? Perception on observe en profondité, souvent quand on a des enfants aussi, on les observe vraiment. Et on observe aussi la relation de l'enfant avec les parents. C'est très intéressant aussi. Savoir si on a un petit tyran à la maison, hein, ça peut arriver. Ou alors s'il y a une relation saine entre l'adulte et l'enfant. Et tout ça, ça peut nous conduire, ça peut nous donner des pistes sur les activités, les jouets qui sont plus intéressants pour les différents types d'enfants. Ouais. Les 10 dernières années, voire les 20 dernières années, ont métamorphosé votre métier. Comment avez-vous réussi à résister lorsque tant d'autres ont disparu? C'est une histoire biographique, en fait. Nous tous, nous tous, individuellement comme personne, mais aussi comme petite entreprise, nous avons une biographie, nous avons un processus de développement et nous passons tous par des crises. Ça, c'est inévitable. Que la crise soit installée à l'extérieur, comme on a vu dans les années 2008-2010, une crise installée internationalement, mondialement, ou alors simplement parce que la crise provient d'une nécessité de croissance ou de l'individu ou de la petite entreprise. Hein, ce sera la même chose. Donc on a plusieurs impacts, un impact extérieur, mais on a aussi l'impact intérieur. Donc au niveau des impacts intérieurs, je pense qu'ici, on est conscient de ce travail, qu'il faut grandir avec le projet. Il faut toujours apporter une nouvelle alimentation. C'est journalier. Il faut chercher, il faut être chaque fois plus en harmonie avec son temps. Savoir ce que les enfants ont besoin aujourd'hui. On est confronté à des situations, par exemple, régulières, des enfants qui utilisent l'ordinateur, le iPad, tout type d'écran, on peut dire. Donc ça, c'est une chose. Et en relation à ça, il a fallu qu'on s'adapte, qu'on adapte notre... sans perdre le fil de nos idées initiales, il a fallu qu'on fasse qu'on reconstruise notre discours pour répondre aux nécessités des gens qui viennent nous consulter et aux problèmes occasionnés par l'utilisation intensive de l'ordinateur, enfin de toutes ces machines qui sont rentrées sans contrôle dans le monde de l'enfance. Bon, ça c'est un côté. Je pense qu'un autre côté qu'il faut considérer, c'est l'éruption dans les 15 dernières années de l'Internet. C'est-à-dire qu'il fallait à tout prix être à part de ce qui se passe sur les manières sur la commercialisation. Donc aujourd'hui, on peut dire que au moins 60%
du commerce est fait sur l'Internet. S'il n'est pas fait directement, les gens consultent l'Internet avant d'aller racheter. Donc nous aussi, de ce côté-ci, nous avons fait un effort très, très, très grand. On avait fait plusieurs investissements pour être à part de ce modèle. Donc les gens peuvent consulter notre site, notre magasin online et être à part de nos produits, de notre philosophie, et peuvent nous téléphoner parce que tous nos contacts sont bien évidents. Donc pour résumer, vous avez gardé votre philosophie et vous vous êtes adapté exactement, au numérique. Sans vendre oui. Cette philosophie. Oui. Fabrice, bientôt votre 27e anniversaire. Quelle expérience retiendrez-vous? Avant tout, je voudrais revenir sur... on va en parler, mais avant tout, je voudrais revenir sur le moment dramatique de la crise. Je crois que l'expérience que je retiens dérive de cet événement. Évidemment, ici au magasin, nous ne vendons pas des produits de première nécessité, a priori, non identifiés comme produits de première nécessité. Ce que nous vendons sont des jouets, du matériel artistique, des poupées, des maisons de poupées, enfin, tout un lot d'objets pour les enfants. Donc, a priori, des objets de seconde nécessité. Mais nous, ce que nous avons observé ces derniers temps, donc, en relation à la crise, c'est que les gens fuient d'un certain consumisme à cause de tout ce qui a à voir avec les écrans. Donc on a parlé antérieurement. Et les gens ont besoin d'activités pour les enfants. Chaque fois plus, les enfants ont des activités manuelles très 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 pauvres, pour ne pas dire des activités manuelles qui ont disparu. On joue seulement avec 2 pouces, 2 doigts, et ça n'aide pas beaucoup dans le jour au jour. Donc les gens nous viennent ici et nous demandent ce que nous avons pour que les enfants réapprennent à se servir de leurs 10 doigts. Et en se servant de leurs 10 doigts, de savoir un peu comment est-ce qu'ils peuvent penser sur les choses sur lesquelles ils jouent. Parce que associé à la partie pratique, il y a la partie de la pensée. Il faut savoir dans quelle direction on va, comment on va faire la chose, comment on va la fabriquer, la dessiner, la monter. Enfin, il y a plusieurs. Et ces derniers temps, donc, on a ce côté positif de la crise qui a fait que les gens ont recherché des matériaux d'art, donc pour que les enfants se dédient un peu plus à la peinture, au dessin, au modelage, à l'aquarelle, enfin bon, ce côté-là, et les jeux de construction pour qu'on apprenne à clouer, pour qu'on apprenne à mettre des écrous, pour qu'on, enfin, des tas de choses qui font on cultive la mobilité des mains et la mobilité de l'esprit aussi, parce que comme on en a parlé auparavant, les écrans limitent beaucoup toutes ces activités. Oui, c'est très intéressant. Christina, comment voyez-vous l'avenir? Car nous avons parlé de beaucoup de choses très intéressantes. Eh bien, je vois toujours les choses très positivement. Alors aussi pour notre magasin, je crois que, comme on a parlé tout à l'heure, on n'a pas prêché dans le désert. Disons que tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, ça a un résultat, ça se voit déjà, je pense. Parce qu'il y a des gens qui nous recherchent qui viennent à notre rencontre, pas seulement pour faire des achats, mais aussi pour avoir des conseils ou des opinions, je dirais plutôt. Et nous voyons que les parents sont plus intéressés à donner d'autres choses plus naturelles à ces enfants. Oui, maintenant c'est devenu un retour à l'authenticité, à la nature. Je dirais qu'il y a un retour, mais pas dans le même niveau. C'est un niveau plus haut. Disons que les gens ont pris conscience
de beaucoup de choses qui n'étaient pas bien. Donc le retour, c'est pas seulement une passion comme ça, mais il y a beaucoup de raisons Oui, derrière. il y a un retour à la simplicité. Voilà. Et disons que c'est un travail que... Christina, cette rencontre touche à sa fin. Inversons les rôles. Auriez-vous une question à me poser? Oui. Qu'est-ce que vous pensez de notre ville? Christina, je la trouve merveilleuse. Pour une raison essentielle, la présence de nombreuses boutiques comme la vôtre qui ont une âme, une éthique, un savoir-faire qui malheureusement ont quitté la majorité des villes européennes. On peut dire que la frange de Lisbonne a été d'être restée en marge des feux des entreprises du GAFA et ses poursuivantes. C'est une sacrée force aujourd'hui lorsque les personnes, le tourisme est en quête d'authenticité. Cependant, depuis 5 ans, la vie lisboète s'accélère, souvent pour le meilleur. On en a souvent parlé. Cependant, une chose m'inquiète. Nombreux propriétaires du centre-ville vendent leurs immeubles pour bénéficier de cette bulle immobilière et donc ne renouvellent plus les bails au risque que le cœur de Lisbonne se vide de cette force actuelle. Peut-on faire autrement? Je voudrais partager une idée que l'on m'a communiquée, c'est-à-dire que les immeubles du centre-ville vendus devraient avoir pour obligation de préserver une surface disponible pour un espace artisanal indépendant. L'intérêt serait double, garder la création, l'artisanat au cœur de la ville, mais aussi élever encore la qualité de l'artisanat, car une sélection aurait forcément lieu. Notre ville, une très bonne idée. Ouais, je Surtout pense. pour les artisans. Oui, parce que je pense que le Portugal, c'est vraiment la création et que garder dans le centre-ville des échoppes artisanales me semble tomber sous le sens. Voilà. Très bien. Merci Très pour intéressant. cette rencontre et à bientôt pour une prochaine. Au revoir. Merci. Si vous souhaitez suivre les prochaines rencontres ou autres surprises, aimez la page Facebook.